J'ai pensé à toutes les histoires de mort avec lesquelles on vit au quotidien, les histoires qu'on connaît, soit de gens qu'on a connus, ou les histoires qu'on nous a racontées, qui reviennent de temps en temps, avec une régularité plus ou moins grande, et qui se rappellent à nous de manière parfois inattendue, enfin fortuite, etc. Donc j'ai eu envie à un moment donné de rassembler, de faire une sorte d'inventaire, évidemment complètement partiel, de certaines histoires. Et puis aussi j'avais quand même envie de raconter un pan de la relation, enfin d'une relation avec un fantôme, d'une relation possible, enfin d'une sorte de balade imaginaire avec quelqu'un de disparu et qui reviendrait après de nombreuses années en fait. Donc quand j'ai commencé à écrire, j'ai pensé à la série Six Feet Under, qui est une série vraiment que j'aime beaucoup et dont j'aime beaucoup la construction en fait. À chaque épisode, il y a une histoire de quelqu'un qui meurt au début, et donc c'est systématique, on sait que ça va s'ouvrir là-dessus, et ça crée une attente en fait. Il y a une situation, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on sait qu'un accident va se produire, ou que un accident plus ou moins absurde ou complètement... par exemple, un épisode où il y a 3 filles qui font des blagues au téléphone sur un lit, des adolescentes, et puis il y en a une qui meurt de rire. Et ça se produit en fait, vraiment ce genre de choses. Donc c'est déjà en fait cette série une sorte de... Je pense que les scénaristes ont dû se creuser la tête pour faire un inventaire de plein de morts qui ont effectivement eu lieu, de morts possibles, etc. Et de comment les raconter. Et c'est quelque chose aussi que je me suis demandé évidemment dans chacun de ces petits chapitres, en partant donc quelquefois d'histoires que je connaissais, d'autres fois moins, d'histoires qu'on m'avait racontées, qui traînent comme ça dans les dîners, qu'on a entendues au coin d'une table, je sais pas, racontées par un ami ou quelqu'un qu'on connaît peu, etc., et qui reste malgré tout. Donc ma question était aussi en effet comment enchaîner toutes ces histoires pour les rendre à la fois, comme je le fais souvent, c'est-à-dire avec une forme de distance, en même temps en essayant de ne pas être toujours totalement ni tragique, ni comique, c'est pas le mot, mais enfin plus sous l'angle de l'absurde en fait, je crois, de quelque chose qui échappe et qui pourtant marque vraiment nos vies, et qui se produit parfois dans des circonstances risibles. Enfin, c'est plutôt ça en fait, c'est-à-dire que souvent les histoires qu'on peut raconter, on peut avoir quelque chose qui paraît comment dire, dérisoire, et pourtant elles sont dramatiques. Donc comme c'est souvent une connexion que j'essaye de faire dans ce que j'écris par exemple, mélanger les aspects on va dire tragiques et comiques, dans ce livre finalement j'ai cherché un peu ça, même si pour moi c'est quand même assez différent de mes autres récits, parce que je sens que j'ai mis aussi quelque chose de très intime et de personnel d'une manière moins voilée, on va dire, et que le contenu par définition, puisque je parle pas mal de ma mère, donc qui devient un personnage du livre, bon, pour moi c'est plus difficile évidemment d'aborder ce thème avec la légèreté que je cherche habituellement, quoi. Que le livre s'ouvre sur le suicide de Édouard Levé, c'est pas... Je pense que pour ceux qui l'ont connu, on peut le deviner. Et puis, on s'accroche à des détails. Donc, et c'est vrai que ces détails prennent en plus dans ces circonstances quelquefois une importance monstrueuse parfois, enfin qui colore aussi l'événement d'une façon, d'une façon presque indélébile.
Donc c'était important de chercher dans ma mémoire comment je pouvais agencer et arranger tous ces détails. Oui, enfin, dans l'agencement des détails qui finalement construisent le récit, qui amènent des indices aussi, des éléments assez symboliques, bon, qui ne sont pas toujours comment dire, signifiants, mais qui le deviennent. C'est quelque chose dont je n'ai pas forcément conscience en le faisant, mais que je cherche malgré tout. Donc je pense qu'on parle de cette serrure en forme d'étincelle. C'est vraiment, ça m'est revenu en mémoire en écrivant, et tout d'un coup, bien sûr c'est un détail, c'est complètement anodin, et je pense que dans ces moments dramatiques, on s'accroche justement à des choses qu'on a vues, parce que notre regard s'est posé à un moment donné sur tel objet, et du coup ça prend un sens et une importance parfois très grande, quoi. Donc il y a aussi qu'ils vont s'apprêter à faire une découverte morbide, comme on dit dans les journaux, la macabre découverte. Et l'étincelle, c'était évidemment une sorte de tilt, quoi. Enfin, voilà, il ouvre la porte, et derrière la porte, ils vont trouver finalement un cadavre. J'ai un exemple précis qui me vient, donc voilà. Quand je décris la pendaison, il y a l'escabeau qui tombe, et les voisins du dessous entendent un bruit, parce que c'est un sol en béton, et j'ai employé le mot choir, donc un objet métallique qui aurait chu sur un sol en ciment. Et finalement, c'est un verbe que j'ai mis à la fin. En fait, au début, j'avais mis, je sais pas, tomber, je crois, tout simplement. Et puis je me suis rendu compte que chu, ça s'écrit CHU, et que du coup, c'était aussi une façon de dire que il ne s'était pas raté, et que, contrairement à ce qu'on aurait pu peut-être espérer, il aurait été emmené à l'hôpital et peut-être réanimé, etc. Donc en fait, c'est des choses qui viennent un peu comme ça, en essayant, je sais pas, différents changements d'adjectifs, en changeant un verbe, et qui tout d'un coup, quand je regarde la phrase, prennent un sens qui du coup m'intéresse, quoi. Mais bon, c'est un peu aussi ce qui revient dans la description des rêves avec les mots, en fait. Un autre titre que j'avais laissé pendant longtemps, c'était Rome inversée. Bon, et finalement, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre et peut-être un petit peu trop énigmatique, mais il y avait cette idée de décoder des mots qui sont venus en rêve et qui fonctionnent comme une énigme. Donc, Nanterre, Rome, etc. Enfin, il y a dans la description un désir de neutralité qui est presque, en effet, je sais pas, on pourrait dire clinique ou policière, médicale, enfin, qui ressemble d'ailleurs à certains récits que j'avais pu écrire et que j'ai filmé ensuite en vidéo, qui était vraiment sur un mode très comme une déposition dans un commissariat, en fait. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si à un moment donné je cite un extrait de Faits divers de Raymond Depardieu, qui je trouve a un regard comme ça sur les choses, pourtant profondément empathique, humain avec les gens, et puis bon, il y a une proximité qui fait qu'il est avec eux et nous avec eux aussi, avec lui. Mais par exemple, ce moment filmé en direct qui est terrible, d'un homme chez lui, sa femme est au lit, elle vient de prendre des somnifères, et puis bon, en fait, il appelle les urgences et il se rend compte qu'elle est morte. C'est en effet très, très, très trivial, quoi. Enfin, tout d'un coup, et j'ai essayé de décrire la scène comme je la voyais moi, mais en effet, comme objectivement elle est filmée, c'est-à-dire que lui, il a peu de place pour se tenir sur ce palier avec sa caméra. Donc à un moment, il descend un étage plus bas et il essaye de filmer, il est en plongée comme ça, et il voit l'homme qui attend sur le palier avec deux policiers, et puis à un moment, il y a le médecin qui le prend par le bras, et bon, je m'arrête là dans la description. En fait, on voit la scène, on voit qu'il lui parle à l'oreille et que l'homme éclate en sanglots, mais c'est quelque chose qui est presque, oui, observé de loin, avec une forme d'objectivité, même si
on est vraiment, je pense, pleinement dans la scène et avec les personnages à ce moment-là. Et en même temps, il y a quelque chose d'implacablement froid et réel. Quand j'ai commencé à imaginer cette déambulation avec ce fantôme, qui donc qu'on devine être la mère de la narratrice, j'ai immédiatement pensé au décalage qui ne manquerait pas de créer une béance en fait, et une rencontre impossible, une dose d'incompréhension énorme. En fait, il y aurait pour un fantôme à contempler la réalité d'aujourd'hui, en fait, parce que du temps a passé et que forcément c'est comme quand un bateau s'en va et qu'on reste sur le rivage, l'écart s'est creusé de telle façon, enfin la distance est tellement immense que je pense que ce serait... et je pense aussi à une histoire, enfin on entend souvent comme ça des histoires de gens qui se réveillent après des longues années de coma, etc. Mais il n'y a pas longtemps, il y avait eu comme ça l'histoire d'un type qui s'était réveillé après 20 ans ou 25 ans. Et donc j'ai imaginé une sorte de situation comme ça, finalement quelqu'un qui reviendrait à la vie et plus d'une génération serait passée et tout d'un coup il retrouve sa famille, il a des petits-enfants qui sont grands, etc. Enfin, donc oui, c'était plutôt l'idée. Et puis comment au milieu de toutes ces années d'absence, il y a eu l'an 2000 et du coup peut-être que le fossé est d'autant plus grand en fait. Au bout d'un moment, je me suis dit, ça va devenir étouffant. Je ne vais pas écrire 500 pages que de mort accidentelle ou de disparition, etc. Et donc, je pense que c'est aussi pour cette raison que j'ai fait un livre finalement assez court, même si voilà, pour l'instant, j'ai fait que des livres courts. Il y a aussi cette phrase dont je vais pas reparler, mais qui a fortement résonné quand j'ai lu le journal de Mireille Yavet, où elle dit, donc c'est son journal de 1918, elle a perdu pas mal d'amis pendant la guerre, et donc évidemment quand c'est la fin de la guerre et que tout le monde est en liesse, elle est d'une tristesse infinie, et elle dit « je suis pleine de morts comme une crypte ». Et cette image de la crypte, en fait, ça a été aussi une sorte de point de départ pour écrire ce livre. Comme une image que je cherchais en fait, dont j'avais l'intuition, je ressentais quelque chose un peu comme ça, et tout d'un coup, je me suis appuyée presque là-dessus, enfin sur cette image, pour entrer dans le livre. Je pense qu'il y a quelque chose de l'exorcisme aussi, bien sûr, là-dedans, et puis je crois que c'est aussi une façon presque de façonner des petits médaillons, je dirais, enfin virtuels, mais c'était, je crois, une manière de juxtaposer ou de faire apparaître aussi toutes ces silhouettes fantomatiques, ces vies qui ne sont plus là, enfin de les pas matérialiser, mais de leur donner pour moi, une forme. Je ne sais pas comment dire. Donc du coup, c'est un peu comme une collection de vignettes, enfin, comme on peut voir dans les cimetières, les portraits des gens, avec peut-être la photo est complètement effacée ou à demi effacée, enfin, et quelquefois on ne sait plus très bien qui était la personne, mais ça les fait revenir d'une certaine manière. Forêt Noire, oui, c'est... Je pense que j'ai surtout imaginé une forêt obscure, une forêt pleine de fantômes, donc, mais j'aimais l'idée que ce soit aussi un gâteau, évidemment, parce que j'aime bien
les doubles sens, voire triple sens possibles, et puis pour qualifier les desserts, des douceurs, quoi. Enfin, que ce soit pas totalement noir, justement, qu'il y ait une sorte d'ambiguïté, et pour moi, c'était important, en effet, d'imaginer que ça pouvait être entendu comme un gros gâteau à la crème, avec des cerises, etc. C'était pour moi moins austère. Mais toujours dans ce souci de friser une certaine légèreté, quoi. Enfin, de ne pas être totalement